L'autre est globalement un ouvreur de possibles. Il y a une petite phrase qui dit l'autre me renseigne sur ce que je ne sais pas de moi. Les Kogi sont des autres qui pourraient peut-être nous renseigner sur ce que nous avons perdu de notre monde. Voilà, et pas pour les copier, il ne s'agit pas d'être Kogi, mais pour réveiller une mémoire. Il se dit qu'un peuple sans mémoire est un peuple mort, parce qu'il ne sait plus d'où il vient, donc il ne sait pas où il va. Salut et bienvenue sur Des rêves en action, le podcast des rêveurs de l'Atlas. Nous sommes Bateraf et nous partons à la rencontre de personnes qui nous inspirent. Aventuriers, navigateurs, entrepreneurs, artistes, tous ont su suivre leurs rêves pour être vecteurs d'un message qui leur est cher. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Éric Julien. Après avoir été sauvé par les Kogi, un peuple premier vivant en Colombie, Éric s'est donné pour mission de les aider à retrouver leur terre en guise de remerciement. Avec le temps, il a appris à vivre à leur côté et à regarder le monde, ou plutôt le ressentir, d'une manière tout à fait singulière. Nous avons tant à apprendre de ces peuples qui n'ont pas perdu de vue leur place au sein de la nature. Éric est de ces personnes qui vous marquent à jamais. Humain au grand cœur, il a accepté de nous rencontrer au sein de l'école pratique de la nature et des savoirs qu'il a créée dans la Drôme. Nous avons enregistré cet épisode à 1300 mètres d'altitude, réchauffé par les flammes du poêle à bois, face à un panorama d'une beauté sans pareille alors qu'il se mettait à neiger. Une expérience de partage, de générosité et d'émerveillement source d'une joie immense. Du fond du cœur, merci Éric. On vous laisse découvrir l'épisode en espérant pouvoir partager un peu de notre joie avec vous. Merci de nous accueillir dans ce lieu assez époustouflant, je dois dire. On va commencer très simplement. Est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es ? Qui je suis ? Mon papa et ma maman m'ont appelé Éric Julien, ça c'est mon nom. Et après, je crois que c'est une question à travers laquelle on court toute sa vie. Je pense que je suis un être vivant déjà, et que j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Et après, toutes les étiquettes qu'on peut mettre dessus, c'est géographe. Mais moi, j'aime bien me présenter comme explorateur d'interstices. Pour moi, c'est aller au croisement de plein de monde et oser l'exploration de l'inconnu. Ça peut être entre les maths et la peinture. Ça peut être entre les communautés amazoniennes et des managers dans des entreprises. Ça peut être, voilà, tout ce qui est entre me fascine. Voilà, donc j'aime bien explorateur d'interstices. Explorateur d'interstices. Est-ce que c'est un terme que tu as tout de suite senti qui te correspondait ou c'est quelque chose qui est venu depuis ton plus jeune âge ? Ça vient de loin, depuis longtemps, mais j'ai mis du temps à en percevoir la force peut-être. En tant que géographe, j'ai fait un peu de géologie et là on vous apprend que l'eau dans la journée en altitude s'infiltre dans les petites fissures granitiques. Et puis la nuit, si la température devient négative, ça va geler. Et ça va faire casser la roche. On appelle ça de la gélie, glace, fraction, explosion. Je trouvais cette image intéressante de se faufiler par des petits passages et d'aller foutre le bazar pour faire de la socialo-gélie, fraction. En tout cas, pour profiter de ces passages, pour essayer d'explorer et d'ouvrir un peu les esprits. En 1985, il y a eu un événement qui a peut-être été bouleversant dans ta vie, en tout cas qui s'est inscrit dans la continuité de ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous en parler et est-ce que pour toi déjà ça a été cet élément qui a aussi été déterminant dans ta vie ? 1985, à l'époque on faisait encore son VSLA, service militaire volontaire en civil à l'étranger. Moi je suis parti en Colombie, dans une ambassade là-bas, et un prof de maths m'a dit « Oh, tu es guide de montagne, toi, On prépare une expédition dans une montagne en Colombie, accompagne-nous. » Je dis « Ok, je sais pas du tout la montagne, je connaissais rien. » Et je pars avec 12 personnes. On arrive dans les zones d'altitude, qui sont à 4005 à peu près. Et on commence à mettre le camp de base pour repérer les sommets qu'on voulait aller escalader. Et moi, j'ai un œdème pulmonaire, de l'eau dans les poumons. Et donc, le monsieur qui avait organisé l'expédition commence à paniquer. Descend, c'était un gaillard, un ancien parachutiste, je crois. Part comme un dératé chercher une mule ou du secours et il descend la montagne comme un fou. Et les autres essaient de me porter plus ou moins dans la direction où le monsieur est parti. Vers 3h de l'après-midi, je vois les oreilles d'une mule qui pointe. Il avait trouvé une mule et un Indien qui l'accompagnait et me mettent sur la mule. Et je pars avec l'Indien et le groupe reste en haut. Et je me suis retrouvé entre les mains de gens qu'on a appelés autochtones, archaïques, primitifs, sous-développés. Des gens qui sont invisibles dans notre modernité, qui vivent repliés dans les dernières zones sauvages où
les replis de la terre où il y a pas encore trop d'artificialisation. Donc ce sont ces humains-là qui m'ont soigné, qui m'ont sauvé la vie d'un œdème. Un œdème, c'est de l'eau dans les poumons et si on perd pas d'altitude très vite, bah, on en meurt. C'était un papa et ses 2 fils. Je me rappelle avoir demandé au papa, «Mais pourquoi tu es venu me chercher? Tu avais bien d'autres choses à faire». Il m'a regardé très sérieusement, il m'a dit: «Parce qu'on voulait pas laisser de poubelle dans la montagne». Je me suis dit: «Peut-être ils ont peut-être de l'humour». J'aime bien. Bah, ça a été ma première rencontre. Après ils m'ont descendu, en bas de la montagne où ils m'ont gardé, quelques jours, le temps que j'aille mieux. Puis ils m'ont demandé de partir. Moi, je me revois leur dire: «Qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier?» Mais sauver la vie, c'est quand même pas rien. Ils m'ont dit: «Si tu veux vraiment nous remercier, aide-nous à récupérer nos terres ancestrales, celles qu'on s'est fait piller depuis l'arrivée des conquistadors». Et je me réentends dire: «Oui, bien sûr, je m'en occupe». Voilà, et depuis, ça occupe une partie de mon existence. Trouver les fonds, racheter ces terres, leur rendre, et ça a nourri ma vie, ça l'a transformée. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que tu fais aujourd'hui? Depuis 1985, il s'en est passé des choses. À quoi ressemble ton quotidien? Qu'est-ce qui t'anime? Il est beaucoup nourri par les accoudoirs du TGV, parce que je me déplace, pas mal, malheureusement ou heureusement, je sais pas. J'aime aussi ça, le train. Ça peut être, accompagner la DGS d'une collectivité territoriale pour des dynamiques de changement. Ça fait partie de mon quotidien et je la revois me dire: «Mais vous travaillez avec les Indiens, vous croyez vraiment que ça quel lien vous faites entre nous, collectivités locales?» Ça les intrigue quand ils apprennent qu'il y a les 2 casquettes. Ça, c'est une partie de mon quotidien, accompagner des collectivités locales ou des entreprises dans des dynamiques de changement, on veut dire. En fait, c'est plus comment remettre du vivant et de la vie dans les organisations. Une autre partie, bah, c'est, chercher des fonds pour acheter des terres et tout le processus de restitution. Faut identifier les terres, faut valider le cadastre, faut faire des relevés topo pour, que les voisins soient d'accord et qu'on ait pas de mauvaises surprises. Ah ouais, tout un bazar à faire avant qu'on la rachète, qu'on la rende à ces communautés et qu'elles soient sorties du marché commercial. Une fois qu'elles sont rendues, elles sont invendables et incessibles, elles sont définitivement à eux, en tout cas dans le droit colombien. Après, il y a une 3e partie, c'est le lieu où on est, une école. On a choisi école pour pas faire université parce que pour nous, on est tellement des gens vivant en ville, 85% vivent en ville, qu'il y a vraiment quelque chose d'aller à la maternelle de la nature, quoi. Reprendre tout doucement et humblement contact avec le vent, avec, la nature à l'extérieur de soi, mais peut-être surtout la nature à l'intérieur de soi. On est avant tout des êtres de nature. Il y a un philosophe qui s'appelait Michel Serres, un Lyonnais d'ailleurs, qui disait: «Nous sommes le monde, nous fonctionnons comme le monde et la nature, mais nous l'avons oublié». Il faudrait remettre le monde et la nature dans nos pensées, dans nos actes. Bah, c'est une école pour refaire alliance avec la vie, en fait, et la nature. Voilà, ça c'est la 3e casquette. Ça fait comme Mickey, j'ai une casquette à droite, une casquette à gauche, une casquette devant. Et donc cette école qui a été créée il y a à peu près 12 ans, Mmh. elle accueille aujourd'hui des enfants chaque année, des nouvelles promotions, des nouvelles têtes du CP jusqu'au CM2. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus en quoi consiste cette école et qu'est-ce qu'elle apporte à ces enfants? Alors, école, effectivement, on accueille des enfants, on accueille des adultes, on accueille des personnes, du monde de l'entreprise. C'est pas que les enfants, mais les enfants ont une place importante. C'est simplement qu'on est vivant et que c'est redonner quel est le chemin qui peut essayer de redonner du plaisir d'apprendre à des enfants? Du désir d'apprendre, qu'ils redeviennent un peu autonomes dans leurs apprentissages. Donc ça passe par, le corps, donc ils font des activités physiques, le jardin, la montagne, faire une barrière, hein, et toutes les activités physiques qu'ils font vont être rattachées à leurs apprentissages. Par exemple, faire une barrière, bah, il faut mesurer, il faut faire des maths, sinon on fait pas de barrière. Faire un jardin, il faut faire des maths aussi, c'est quelle surface, s'il y a combien de patates, il faut bien les compter pour les partager entre tous les enfants. Et là, comme ils ont envie de repartir avec leurs patates, ils ont envie de savoir comment on compte. Et si on veut raconter aux parents qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, bien qu'ils racontent une histoire, donc ils ont envie de la raconter. Donc c'est comment recréer des mécanismes qui leur donnent envie de. Et puis il y a quelque chose peut-être aussi de se dire, la racine d'éduquer et d'ucere, c'est faire surgir. Chaque enfant a un mystère, un talent, une histoire, une famille, une manière d'être et des talents, et donc on n'a pas eu tous nos dents à la même heure, le même jour, donc je vois pas pourquoi on apprendrait tous à lire en CP, en décembre.
Il y en a peut-être qui vont apprendre beaucoup plus tard, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'ils sachent lire quand ils vont au collège. Il y a d'autres qui vont être plus à l'aise sur les chiffres, bah, très bien. Et puis il va y avoir des pédagogies, entre enfants. Ils vont se donner des trucs pour apprendre. En fait, il y a 5 ans pour apprendre les fondamentaux et il faut les apprendre, ça, il y a pas de souci, mais les modalités pédagogiques peuvent être différentes. C'est là-dessus qu'on joue. Comment redonner envie à un loulou d'apprendre quelque chose, quoi. Il y a énormément des projets que tu mènes aujourd'hui qui ont été influencés par ta rencontre avec le peuple Kogi. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu les premières interactions que tu as pu avoir avec eux, et ce qui t'a marqué aussi dans leur manière de fonctionner? Bon, premier regard, moi j'ai toujours été un adepte de Lucky Luke, de Blueberry, enfin de BD où on parle de cow-boys et d'indiens. Donc c'est toujours intéressant de sortir de l'imaginaire, que nous avons créé de représentation de l'Indien pour tout d'un coup de croiser un regard d'une personne qu'on appelle un Indien. Ce premier regard, il m'a marqué parce que c'était sur les marches d'un bureau en ville, qui à l'époque s'appelait Bureau des Affaires indiennes, où tu devais avoir une autorisation signée de ce bureau, qui était tenu par un Colombien blanc. Et c'était donc des étrangers qui te signaient un papier pour aller sur un territoire indien qui n'est pas le tien et qui n'est pas le leur. Je trouvais ça assez fascinant, en fait. Et assis sur les marches, il y a des Indiens, dont un jeune de 20 ans, j'imagine, un jeune. J'ai croisé son regard. Et j'y ai vu une puissance, des étoiles. Ce regard m'a jamais lâché. Et après, quand j'ai appris à les connaître, en fait, on rencontre une forme d'humanité qui est, pour moi, universelle. Toute personne en difficulté n'a pas trop le choix que de se tourner vers ses frères ou ses sœurs. On a eu ça en France avec les mutuelles, hein, les gens qui étaient au fond des mines, dans des conditions de travail épouvantables. Ils ont inventé un truc incroyable. Ils ont dit: «On va faire une caisse commune pour mutualiser le risque». C'est-à-dire, tu mets 20 sous, tu mets 20 sous, tu mets 20 sous. Ça servira peut-être à quelqu'un d'autre à un moment pour l'aider, s'il doit soutenir la veuve, l'orphelin. C'est fascinant. C'est-à-dire que les valeurs de coopération, de solidarité, de confiance, parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui faisait des contrats. Non, c'est, Mathieu, il a donné 20 sous, Jean, il a donné 20 sous et c'était sur la confiance. Et les Kogi ont quelque chose de proche. Il faut qu'ils survivent dans un environnement compliqué. Donc s'il y en a un qui fait pas son job, bah, d'amener du bois pour se chauffer, c'est basique, hein, de participer à la construction de la maison où on va s'abriter de la pluie, de cultiver les champs, bah, on n'a pas à manger, on n'a pas pour se voilà, c'est du basique, hein. Et de retrouver cette gentillesse, de retrouver une gentillesse, c'est-à-dire c'est difficile et pourtant ils sont gentils et ils partagent. Ils ont pas grand-chose et ils partagent. Et le partage est à la base de leur fonctionnement puisqu'ils disent, le soleil donne, le vent transporte des graines sans faire payer un billet première classe, je sais pas quoi. Transporte des graines. La nature donne. Quand on dit, c'est cher d'exploiter du pétrole, mais le pétrole, la nature nous le donne. Ce qui est cher, c'est l'exploitation, c'est pas le pétrole, on l'achète pas le pétrole. La nature donne tout. Et dans cette société, le don est à la base du fonctionnement, don contre don en permanence. Et c'est troublant de rencontrer des gens, qui te donnent, qui te jugent pas, qui sont gentils, qui prennent soin de toi. En fait, on se rend compte que c'est des choses hyper simples, hein, mais c'est comme si on s'était mis en prison de ça, de donner, d'être simple et joyeux. Dans ce lieu où on est aujourd'hui, là, donc un bâtiment à 1300 mètres d'altitude, avec de la neige, un plafond bas, gris, qui fait un peu penser aux estampes japonaises. Il y a parfois des dirigeants d'entreprise qui viennent faire un bout de parcours ici. Il y en a un qui m'a marqué beaucoup il y a pas très longtemps, qui à l'issue de ce parcours me regarde, il avait une cinquantaine d'années, et me dit: «Comment j'ai pu vivre si longtemps, jusqu'à 50 ans, en perdant la joie?» C'est simple, mais en fait, pour lui, ça a été une découverte. Ça l'empêche pas de manager sa boîte, ça l'empêche pas de faire ce qu'il a à faire. Mais il peut se connecter à la joie pour le faire. Je pense que ça va changer sa manière de travailler avec ses collaborateurs. Et pourquoi alors la question qui se pose, c'est pourquoi c'est si compliqué d'avoir des espaces et des lieux où on peut cultiver ces essentiels que sont la simplicité, la joie, la solidarité, ouais, la beauté. Parce que s'il y a pas ça, je vois pas bien à quoi sert la vie. Et donc ça, c'est un enseignement que tu as pu tirer des Kogi lorsque tu les as rencontrés et que tu as vécu avec eux? C'est troublant d'avoir des gens. C'est la communauté que je connais un petit peu, je les connaîtrai jamais, hein. Je pense que depuis 30 ans qu'on se fréquente, je comprends rien. De moins en moins, en tout cas. Mais bref, je suis frappé par leur engagement.
ils ne lâchent rien de ce qu'ils estiment être juste, c'est-à-dire vivre en harmonie avec la nature et en paix. Pourtant, ils ont l'urbanisation à 2 heures de marche, 3 heures de marche. Ils pourraient boire des coca, regarder la télé, enfin, rentrer sous un peu l'emprise de notre modernité. Et ils estiment que c'est essentiel que des humains gardent ce contact et le transmettent. Moi, je suis frappé par cet engagement. C'est dur, hein, pas facile. Je suis frappé par leur gentillesse. Ils ont pas grand-chose et ils partagent. Ouais, c'est un vrai apprentissage. Je l'ai pas trouvé chez nous. Ou peu, ça existe, hein, je vais pas dire que ça existe pas, mais pas tant que ça. Je suis frappé par leur connaissance du vivant. En fait, nous, on ne connaît que ce qu'on voit. Est-ce que nos grilles d'analyse nous permettent de comprendre? Il y a une petite phrase d'un psychiatre qui s'appelait Jean-Louis Dumas, qui a écrit un livre qui s'appelle La Bible et ses fantômes, qui disait nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. Donc un urbain voit le monde comme un urbain, c'est ni bien ni mal. Et un Kogi, en fait, il voit le monde, mais radicalement différent. Ça n'a rien à voir. C'est les mêmes arbres, c'est les mêmes oiseaux, mais alors c'est pas du tout la même histoire. Et ça, je trouve ça fascinant. Et d'ouvrir ça, moi, ça me met de la joie parce qu'on sourit et on rigole de nos différences. Ah bon? Tu vois? J'ai travaillé une fois avec un juif, un musulman, un chrétien, un orthodoxe, et on parlait des textes sacrés. Et quand il y a de la légèreté et du respect, ça devenait drôle. Ah bon, dans la sourate, machin, il y a ça? Oh, c'est curieux, ça, parce que nous, chez nous, on trouve ça dans tel texte, mais dit comme ça. Ça devenait, et on riait, je me rappelle, on était sous une tente dans un désert, je sais plus où, et on riait de nos découvertes réciproques. Bah, avec les Kogis, on peut rire de ça. Et ça, je trouve ça magique. Quand on voit le drame aujourd'hui, palestinien qui s'oppose à l'Israélien et réciproquement, et une manifestation à Paris où des femmes ont caillassé et insulté d'autres femmes en oubliant qu'elles étaient mères toutes les deux. Une mère israélienne qui perd son enfant, je vois pas en quoi ce serait plus ou moins dramatique qu'une mère palestinienne qui perd son enfant. C'est des mères qui perdent leurs enfants. Et rien ne justifie qu'une mère perde son enfant. Alors si on voit les femmes qui se disputent entre elles, on a perdu quelque chose. C'est-à-dire, c'est le dogme qui prend le pas, c'est la rancœur qui prend le pas. Ouf. C'est peut-être ça qui m'a marqué. Là, vous avez pas l'image, mais il neige dehors, c'est magnifique. C'est des gens qui ont subi 5 siècles de barbarie. Et quand on lit les textes qui ont été écrits par les premiers conquistadors, enfin les hommes d'église qui sont arrivés avec les conquistadors, c'était une barbarie qu'on peut même pas imaginer. Et malgré cette barbarie qui continue aujourd'hui, ils continuent à être d'accord pour dialoguer avec nous et accueillir des gens et les accueillir, les respecter, dialoguer avec eux, malgré 5 siècles de barbarie. Tu parles du fait que chacun a sa propre représentation du monde qui l'entoure. Est-ce que tu aurais des exemples de manières de lire le monde très différentes des Kogis dans les interactions que tu as pu avoir avec eux? Ils vont regarder un territoire non pas comme un espace de ressources premières ou de loisirs ou d'esthétique pour notre bien-être, hein. L'esthétique, c'est beau. Le loisir, c'est pour aller faire du ski ou du je sais pas quoi, de la randonnée. Et la matière première, c'est pour l'exploiter. Eux, ils regardent le territoire comme un corps. Donc dans un corps, il y a des fonctions respiratoires, filtrantes, voilà. Donc pour eux, un territoire fonctionne à l'identique d'un corps humain, ce qui révèle chez eux une pensée fractale. C'est-à-dire une pensée ou un phénomène qui se développe à une échelle va se développer à l'identique à une autre échelle. Par exemple, le modèle mathématique d'une goutte d'eau d'une goutte d'eau savonneuse qui fait 20 centimètres de diamètre va être le même modèle à 90-92% qu'un cyclone dans les Caraïbes. Ça fonctionne pareil, mais c'est 2 échelles différentes. Ou ce qu'on appelle le chou romanesco, qui est un gros chou, voilà, quand on coupe, et on voit des petits choux identiques aux gros, mais une autre échelle. Les Kogis ont ce type de pensée, et ils se servent de l'introspection, c'est-à-dire comment fonctionne le vivant en moi, être humain, par projection exploratoire, imaginer comment fonctionne le territoire et l'univers. Et je ne sais pas s'ils ont tort ou raison, j'ai aucune connaissance pour le valider, mais c'est tellement beau, et ça ouvre tellement de perspectives sur 2 registres, la connaissance pure et le savoir, et le raisonnement. En fait, ils nous invitent, ok, tu as réfléchi à droite, et pourquoi tu réfléchirais pas à gauche? Ou pourquoi tu réfléchirais pas comme ça, ou comme ci, ou comme ça? Et il y a un monsieur avec qui on a travaillé un peu, Olivier Hamon, qui
travaille à l'ENS, qui a écrit un livre sur le vivant et qui a passé une demi-journée avec eux. Et je crois qu'il avait renvoyé cette idée de dire c'est incroyable, leur manière de réfléchir t'ouvre à d'autres manières d'appréhender un sujet. Et peu importe le résultat que tu trouves, en fait, c'est des ouvreurs de possibles. Mais l'autre est globalement un ouvreur de possibles. Il y a une petite phrase qui dit l'autre me renseigne sur ce que je ne sais pas de moi. Les Kogis sont des autres qui pourraient peut-être nous renseigner sur ce que nous avons perdu de notre monde. Voilà. Et pas pour les copier, c'est pas d'être Kogi, mais pour réveiller une mémoire. Il se dit qu'un peuple sans mémoire est un peuple mort, parce qu'il sait plus d'où il vient, donc il sait pas où il va. C'est un peu ce qui nous arrive, je crois. Là, du coup, ce que tu mets en avant avec les Kogis, c'est que c'est comme un autre qui peut nous ouvrir des possibles et en même temps, cet autre-là a une connaissance infiniment différente et peut-être plus grande que celle qu'on peut avoir aujourd'hui du monde qui nous entoure et des êtres vivants qui nous entourent. Comment tu fais pour que ce soit pas simplement une mise en opposition avec notre monde à nous, mais que ce soit plutôt un moyen d'avoir des passerelles entre nos deux mondes et surtout qu'on puisse tendre vers quelque chose de meilleur? Moi, je fais rien du tout. C'est aux gens de faire ce qu'ils ont envie de faire. Ça résonne pour eux ou ça résonne pas pour eux. Et j'ai pris le mot résonance exprès. C'est une linguiste qui travaillait, alors pas avec les Kogis, avec une autre culture, qui dit nos langues sont tellement différentes. Avec les Kogis, c'est le cas. Nos cosmogonies, nos systèmes de représentation sont tellement éloignés que les risques sont grands de projeter, d'interpréter, de fantasmer. Il dit la seule manière de fonctionner pour elle, c'était d'avoir l'audace de la résonance. C'est-à-dire, je mets un verre d'eau sur la table, et peut-être que toi, tu vas le décrire sous sa forme physique. Peut-être que l'autre, le même verre d'eau, donc on a un même objet commun, va le décrire d'une autre manière. Et peut-être qu'un troisième va, je sais pas, parler d'autre chose, j'en sais rien. Le verre d'eau, peut-être pas un bon exemple, mais l'objet ou le phénomène peut être regardé différemment. Et c'est la résonance que ça provoque. Moi, quand j'écoute quelqu'un dire « Ah oui, un verre d'eau, ça pourrait aussi être ça », j'essaie de, avant de préjuger, bah c'est nul son truc, de laisser résonner qu'est-ce que ce regard sur la même réalité m'ouvre. Bah, si on va sur l'eau, pour nous, l'eau, c'est un truc qui coule du haut jusqu'en bas. Pour eux, c'est pas ça du tout. Les rivières se font du bas en haut. Alors, c'est très troublant, alors que nous, elles se font du haut en bas. Alors, t'as envie de ça, mais comment ça se fait du bas en haut? Voilà. Et là, si tu acceptes l'idée qu'un autre raisonnement, jusqu'à preuve du contraire, ait du sens, bah ok, explique-moi pourquoi pour toi. Et on parle d'un même objet, une rivière, et qu'est-ce que ça évoque pour moi? Comment j'y raisonne? Et en fait, derrière ça, il y a une question de posture. Nous, on est tellement dans la croyance, le préjugé, la peur, hein, qu'on a un mal fou à s'ouvrir à d'autres modes de pensée. Et quand je dis s'ouvrir à d'autres modes de pensée, je dis pas qu'il faut tout gober en disant: «Ah là, les bons indiens», non. On peut garder de la rigueur, on peut garder du discernement, mais en fait, on accepte de visiter l'appartement de l'autre en découvrant qu'il y a 1000 manières d'aménager un appartement et que lui, il a pas mis des canapés, il a mis des poufs, mais c'est sympa d'être sur un pouf. Why not être sur un, peut-être pas comme ça que moi j'habite, mais c'est pas grave, c'est intéressant. Putain, j'ai ramené des poufs pour en mettre chez moi d'ailleurs, c'est sympa. Et le travail d'aller visiter l'autre, il est redoutable parce que il nous fragilise, il nous montre notre incomplétude, il nous rappelle notre fragilité en fait. Et on a du mal, difficile, hein, pour un garçon, surtout. Une femme, c'est plus facile, non, mais elles ont une fragilité de par le fait qu'elles peuvent donner la vie. Bah, hallucinant d'avoir la vie en toi comme ça, qui se développe. Ça te transforme, et puis dans ces moments-là, tu es fragile comme femme. Nous, on connaît pas ça. Et le féminin, pour moi, c'est la clé qui différencie nos deux mondes. En fait, il y a deux choses qui différencient nos deux mondes. Il y a le rapport à la loi. Pour nous, c'est des lois qui sont faites par les hommes, pour des hommes qui changent quand ça les arrange, et qu'ils imposent à la nature, genre on va remettre du glyphosate dans les champs parce que c'est bien pour la filière agricole. Chez les Kogis, c'est pas ça, c'est quels sont les principes qui permettent que la vie advienne. Et ces principes, que tu sois riche ou misérable, c'est les mêmes principes. Et si tu les respectes pas, t'es mort. Donc, tu as le droit, hein, mais bon, voilà. Et donc, on voit bien qu'il y a deux systèmes, on va dire juridiques, pour regarder le référentiel. Un qui prétendrait dire à la nature ce qu'il faut faire, c'est je caricature. Faut déjà avoir de l'audace, hein. Et l'autre qui dit, mais c'est qui la nature? Est-ce qu'on pourrait pas danser avec elle, être en alliance avec elle, nouer une relation avec elle? Ça, c'est les Kogis. Et je pense qu'on n'a pas le choix. Si on continue à dire à la nature, toi, ma cocotte, je vais te mater,
On voit bien où ça nous emmène, ça, on va mourir. Par contre, si on commence à se dire comment on pourrait remettre le vivant, pour paraphraser Michel Serres, retrouver des alliances. Et dans ces alliances, il y a l'espace féminin. Et l'espace féminin, c'est un espace vide et fécond. C'est-à-dire, de cet espace, tout peut advenir. Ça veut dire quelque chose de très simple. Dans une entreprise, il y a un problème. Imaginons qu'il y a un problème, ou pas un problème. Hein. Je dis n'importe quoi, un nouveau produit. Enfin, peu importe. Il y a quelque chose à faire. Il y a deux manières de le faire. Soit il y a les sachants qui disent comment il faut faire. Et parfois, c'est peut-être nécessaire. Hein. Soit on va faire fonctionner ensemble des intelligences qui, mises en lien par ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence collective, vont produire une solution que personne individuellement n'aurait pu sortir, mais que cet espace-là peut sortir. Mais c'est hyper difficile pour un manager ou un dirigeant qui est habitué à contrôler d'accueillir un résultat qui n'est pas celui qu'il aurait voulu. Donc on a tendance à fermer tous ces espaces en fait qui font peur. Parce que si des gens pas trop ballots discutent ensemble d'une solution, mais qu'est-ce qu'ils vont sortir? Ça fait peur, ça. Donc on tue le féminin, on tue ces espaces de fécondation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le tue sur la Terre, on le tue dans le corps social, et on le tue par nos rapports pas toujours très corrects, pour le moins qu'on puisse dire, avec les femmes. Là, quand tu parles du terme féminin, c'est davantage une posture, une manière d'être, une manière d'agir que les femmes simplement. Ça peut, évidemment que des hommes, on a tous en nous ça, la dimension féminine, masculine, la paix et la colère, on porte tous ces ambivalences. Simplement, on y est plus ou moins sensible, on l'accueille plus ou moins, on est dans une famille qui éveille ça chez l'autre, et c'est à chacun de trouver son équilibre entre ces deux dimensions-là. Il n'y a pas de bon ou mauvais équilibre. Mais oui, c'est pas que les femmes, bien sûr. Ça pourrait être les hommes aussi, mais bon. Chez les Kogi, ce féminin, justement, comment il se traduit? Le féminin, chez les Kogi, c'est l'eau. Parce que l'eau aurait été l'état intermédiaire entre rien et la matière. Et c'est vrai que dans nos sciences à nous, il y a eu une époque, semble-t-il, où la Terre était couverte d'eau. Et c'est pas pour autant que la vie n'était pas en gestation. Et puis qu'à un moment, pouf, les continents, pouf, les premiers végétaux arrivent sur Terre, sans doute des algues, pas très, puis ça commence à développer, voilà. Donc l'eau, c'est l'état intermédiaire, et c'est féminin, parce que c'est ça qui féconde la vie. Donc les femmes ont un rôle et une place hyper importante, parce qu'elles portent la dimension spirituelle de la vie, et les hommes sont souvent autour de protection. Et donc elles ont des pratiques, des chants, De l'art. Alors l'art n'existe pas dans ces sociétés-là, au sens où dans ces sociétés-là, le mot médecine, justice, et ce qu'on appelle art, c'est les mêmes racines de mots. Dans les trois situations, il y a quelque chose qui n'est pas juste que tu essaies de réajuster. La maladie, c'est quelque chose qui ne va pas. Essaie de réajuster, réharmoniser un corps. La justice, c'est injuste. Essaie de remettre de l'équilibre. Et l'art, que nous avons appelé art, c'est une démarche pour exprimer l'harmonie. Donc c'est les mêmes mots qui parlent de la même démarche, l'équilibre. Ça n'existe pas, cette idée de faire de l'art pour de l'art. Au même titre, ça n'existait ni chez les Navarros, ni chez les aborigènes. Et c'est nous qui avons pris leur peinture, qui avons verni, mis sur des murs en mettant un prix en dollars pour les vendre. Mais les peintures Navarro, elles ont pour objet de disparaître, au même titre que les dessins aborigènes. Parce que c'est des outils de soin, avant d'être des outils artistiques, pas des supports de soin. Voilà, donc par le corps et par le chant, on touche les niveaux vibratoires et les manières d'être ensemble qui sont très guérissantes. Et je trouve qu'on devrait redonner la place au chant et au corps, qui sont malmenés. On est des gens qui ont une espèce d'hypertrophie mentale, hein, qui vont complètement oublier tout ce qui se passe en dessous. Et la danse, c'est quand même... si on pense à la danse soufie qui danse en représentant sur Terre le déplacement des constellations, et qui se font rentrer en transe, même en pratiquant dans des cours de danse. Hein. Ces danses-là, elles te remplissent d'énergie incroyable. Je terminerai peut-être par ça, c'est que ce soit les Kogi ou plein de civilisations, elles travaillent sur le chi, l'énergie vitale. Et on est en bonne santé quand l'énergie vitale circule, dans le corps, dans le territoire et dans les groupes sociaux humains. Et après, c'est quel chemin
On va construire et utiliser selon le dysfonctionnement ou selon le nœud énergétique pour dénouer tout ça. Et la danse et le chant sont quand même des pratiques. Là, je repense à mon dirigeant qui m'a dit au bout de 50 ans, quand j'ai pu vivre 50 ans sans joie, on a marché, on a chanté. Et la particularité de la danse et du chant, c'est justement que ça fait aussi agir l'autre. C'est pas seulement l'art passif qu'on contemple, c'est aussi... On est ensemble, on agit ensemble, on résonne ensemble en ce qui concerne le chant. Et surtout, c'est des pratiques qui nourrissent le lien social. Pour moi, il y a eu la tarentelle en Italie, qui avait une fonction sociale. Les danses bretonnes, elles nous font sourire, mais elles avaient aussi une signification forte. Quand on voit les danses africaines, c'est magique pour moi, une énergie incroyable. Les Kogi dansent beaucoup, pas la même chose, mais ils dansent beaucoup. Toutes ces sociétés passent par le corps. Nous, on est figés, on est bloqués. Comment est-ce que les Kogi développent leur connaissance, la transmettent et font pour apprendre à comprendre le monde dans lequel ils vivent? Avant de te répondre à cette question précise, juste te dire que c'est peut-être un élément qui différencie ces deux mondes, c'est que nous, on a mis l'accent sur la transformation de la matière et on fait des écoles d'ingénieurs qui sont de plus en plus efficaces pour transformer. Et ça donne des résultats que je ne rejette pas forcément. Un téléphone tactile, là, portable. Moi, ma fille vit à l'étranger, je suis ravi de pouvoir la voir sa tête et qu'on papote, donc je ne rejette pas ça. Mais par contre, on a laissé complètement tomber un autre registre qui est savoir vivre ensemble sans se taper sur la tête. Je crois que c'est plus qui disait ça, je crois que c'est Jung qui rappelait, ou Michel Serres qui en a parlé. Le défi d'un être humain, c'est de passer 3 semaines à 2 enfermés dans une petite pièce, sans se taper dessus. Ça, c'est le défi de l'humain. Donc c'est comment faire de notre altérité quelque chose qui nous insupporte pas. Et ça, j'ai pas appris ça à l'école, peut-être que vous avez eu cette chance, pas moi. On apprend ça nulle part. On apprend ça nulle part. Qu'est-ce que c'est qu'être ensemble? Les Kogi n'ont pas investi dans la matière. Ils ont investi dans comment vivre à peu près ensemble en paix. Le à peu près ensemble, incluant le territoire et les animaux. Donc ça oriente complètement différemment leur vie et leur système d'enseignement. Nous, on est dans un enseignement où on prend et on remplit le bocal là-haut avec des maths, avec de l'histoire, avec des choses qui sont pas inintéressantes. C'est pas inintéressant d'apprendre la guerre de 14, les conquêtes napoléoniennes, enfin j'en sais rien, la sociologie, c'est intéressant. Je dis pas ça, mais si le récipient pour les recevoir n'est pas prêt, bah ça donne des horreurs en fait. C'est la phrase science sans conscience n'est que ruine de l'âme. On peut être très doué dans la maîtrise technique, mais des vrais bourrins dangereux dans la posture et la manière d'être ensemble. Et donc dialoguer avec les Kogi, pour moi, c'est rééquilibrer les deux pôles. Ce serait pourquoi pas la technique, c'est bien, mais la rééquilibrer par un savoir-être et puis une clarification du pourquoi, le sens, au service de quoi. Est-ce que c'est juste faire un chiffre d'affaires ou autre chose? Si c'est autre chose, c'est quoi? Et un jour, les Kogi étaient avec moi en voiture en France. Ils étaient assis derrière moi dans la voiture et on s'approche d'un tunnel. Et là, je sens que c'est, pour eux, rentrer dans un tunnel, c'est un peu compliqué. Et donc, on s'approche, on rentre dedans, on traverse. Et à la sortie, il y en a un qui me demande pourquoi vous faites des trous comme ça, dans la terre. Ben, je lui dis, pour aller plus vite, ça fait gagner du temps, ça évite de faire le tour. Et il me dit, mais vous voulez aller jusqu'où plus vite? Et on voit bien que l'informatique, l'intelligence artificielle nous font accélérer. Mais accélérer pourquoi? Ben, quel est l'objet de cette quête insensée? Donc il nous invite, les Kogi, à retrouver la question du sens, la question de la mémoire. C'est comme si on avait oublié qu'on avait 4 milliards 200 millions d'années d'histoire. On vient de loin. On devrait être redevable aux têtards, je sais pas, aux diplodocus, à tous ceux qui sont derrière un petit bout de queue que j'ai encore en bas de la colonne vertébrale qui me rappelle que j'ai dû être un poisson, je sais pas quoi. Mais on a oublié ça, on dit. Et il se dit que toute société qui perd sa mémoire est un peuple mort, parce qu'il sait plus d'où il vient, donc il sait pas où il va. Donc il y a la vraie question du sens. Et c'est ça que les Kogi nous renvoient beaucoup, je crois. Le sens et la capacité à vivre en paix ensemble, sans se taper dessus, quoi. Et le partage. Ça, c'est une question, le partage. Il y a un œuf dur, on est 4. Et on a faim. Il n'y a pas 36 manières de faire. Soit le plus fort pique l'œuf dur, puis les autres. Soit le plus fort distribue l'œuf dur, en fonction de ses critères de justesse, qui peuvent être bons, comme ils peuvent être moins bons. Soit on est à peu près intelligent pour se dire qui a le plus besoin d'œufs durs par rapport à qui, on va donner à chacun en fonction de ses besoins. Qu'est-ce qu'on choisit?
Tu dis que tu fais rien dans tout ça, mais en fait, tu fais quand même, puisque tu as fait venir plusieurs fois des Kogi en France, et tu essaies de créer un peu des espaces hors du temps, des espaces de réflexion, en faisant partager avec des scientifiques et avec des Kogi des expériences, des moments pour qu'ils puissent analyser et mettre en confrontation aussi leur savoir. Qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que ça peut permettre? On a fait plusieurs choses. On appelait ça des termes un peu pompeux de diagnostic croisé de santé territoriale. C'est-à-dire l'intention, c'était de prendre une matière commune, un territoire, mais un territoire que les Kogi connaissent absolument pas. La Drôme, par exemple, par rapport à un territoire tropical, c'est pas dans leur culture. Et la question qui avait sous-jacente, c'est les Kogi connaîtraient-ils des choses que nous ignorons? Première chose. Et deuxième chose, ces choses-là, connaissances, pratiques, je sais pas quoi, sont-elles universelles? Point d'interrogation. Et en les faisant venir dans la Drôme, c'était pour voir si leur grille de lecture fonctionnait sur un territoire qui n'a rien à voir avec le nôtre. Et la réponse est oui, ils connaissent des choses qu'on ignore, c'est clair. Et oui, leurs connaissances sont universelles, puisqu'elles parlent de la nature. Donc c'est universel. Donc fort de ça, qui a été assez impressionnant dans la Drôme, on a refait une expérience comme ça il y a quelques mois, le long du Rhône, de la source du glacier du Rhône jusqu'au delta, et puis on a rajouté un peu la Corse, parce que j'avais envie qu'ils aillent sur des sites mégalithiques, de voir comment ils réagissaient, et puis on a rajouté des sites en Île-de-France aussi. Et il y avait plusieurs types de sites. Il y avait ce que nous appelons un site sacré, nous. Qu'est-ce que ça évoque pour un Kogi? Ce que les Kogi appellent un site sacré, qui n'a peut-être rien à voir. Qu'est-ce que ça évoque pour nous? Deuxième type de site. Sur ce que nous appelons un site naturel préservé, qu'est-ce qu'ils voient d'un site naturel préservé? Sur les rencontres avec des connaissances, on était au CERN. Est-ce qu'on peut parler de physiciens du CERN à Kogi de la Sierra ou pas? Et sur des parcs, on était dans des parcs. Qu'est-ce que c'est un parc pour nous? Qu'est-ce que les Kogi voient dans ces espaces-là? On a pris des espaces comme ça et chaque fois, l'idée, c'était juste de raisonner. Les scientifiques nous disaient, on a mis ici un parc, on essaie de régénérer telle zone, blablabla. Puis après, on laissait les Kogi raisonner et puis les scientifiques raisonner sans chercher à se convaincre. Et quand on laisse un peu flotter l'esprit comme ça, sans chercher tout de suite à produire un résultat, en fait, c'est là que j'appelle qu'on est fécond, qu'on laisse l'idée naviguer, puis tout à coup, mais nom de Dieu, c'était super ce truc. Voilà, c'est une manière de construire une pensée qui est pas forcément mentale, qui laisse se faire des associations. Mais pour ça, faut oser un temps de flottement. Et les scientifiques sont pas toujours à l'aise. Certains oui, certains non. Rentrons dans une autre dynamique de temps, et puis on va voir si ça produit des résultats. Et ça en produira. Mais ne le mettons pas comme un préalable de produire du résultat. Souvent, on se coupe de plein de choses. Et globalement, les scientifiques qui ont accepté de jouer le jeu, ça a donné des trucs assez étonnants. Ça a donné vraiment des trucs étonnants. Que ce soit sur le fond, parler de l'uranium, où les scientifiques et les Kogi ont partagé sur un bloc d'uranium, et les Kogi connaissent cette matière, mais évidemment l'appréhendent d'une manière totalement différente. Et ça se voyait que ça fascinait les scientifiques, parce que au début, on était assis dans un cercle avec des chaises, et au fur et à mesure où le dialogue montait en intensité, tout le monde s'est levé, les questions fusaient, on s'écoutait plus du tout, c'est une excitation. Ce qui montrait qu'il se passait un truc. Quoi. Ou alors on a été autour d'une source thermale. Ça, c'était fascinant d'avoir les deux regards sur l'usage d'une source thermale. Enfin, là, il y a plein de choses. C'est comme si tout d'un coup, les Kogi nous aidaient à lever le voile sur nos territoires et nous disent mais c'est beaucoup plus que ce que tu vois, un territoire. C'est comme si je faisais, c'est horrible ce que je vais dire, mais un écorché de corps humain, et qu'on pense que le corps humain, c'est juste ce que je vois, mais en fait, non. À l'intérieur, il y a des tas de trucs qui, si on les appréhende pas un peu, on comprend rien d'un corps humain. Pour un territoire, c'est pareil. Il y a des tas de choses non visibles. Ça n'a rien à voir avec l'ésotérisme, c'est là. Enfin, ésotérisme, ça veut dire ce qui se voit pas. Donc, si, ça pourrait être ésotérique. Et si on les prend pas en cause, en fait, on comprend rien à la vie, quoi, en fait. Et ils nous appellent les petits frères parce qu'ils disent, vous êtes en fait des ignares en matière de connaissances. Ils disent pas ça comme ça, c'est moi qui le dis. En fait, vous y connaissez rien, quoi. Mais essayez d'imaginer des scientifiques qui aient l'humilité pour se dire, ah oui, t'as peut-être raison, on va apprendre. C'est pas évident, hein. Alors décharge, parce que c'est pas facile. T'as fait des années d'études. Tu vois un mec en pyjama, pieds nus, qui vient de dire, en fait, il faudrait que tu recommences à zéro, quoi. C'est chaud, hein.
C'est la valeur de l'humilité qui est pas très présente. Elle devrait être chez un scientifique. Chaque fois, c'est: «Ah bon, mais ça, pourquoi ça marche?» Ça devrait être la base, quoi. La curiosité et l'humilité. Mais comme souvent, on est là pour faire des mémoires, des rapports, avoir des bourses, des articles, être reconnu, publier des livres. On n'est pas là pour, est-ce que la recherche est une fin ou est-ce que la recherche est un moyen? Je sais pas. Ça dépend des gens, sûrement. Sur cette notion d'ego et d'humilité qui manque peut-être un peu dans notre société, en tout cas au niveau de l'individu, quel prisme de lecture tu as sur cette posture de l'occidental qui va voir des choses parfois et qui va projeter son propre référentiel et ce qui peut aller même à des extrêmes de colonisation, d'exploitation, de domination qu'on a vu tout au long de l'histoire. C'est triste. Il y a un monsieur qui s'appelle toujours, Jean-Marie Gustave Leclésio, qui a écrit un livre qui s'appelle Le rêve mexicain et qui, avait cette phrase à la fin, il rêvait de ce dialogue, entre, tout le livre d'ailleurs qu'il a écrit, Le rêve mexicain, c'est: «Et si c'était pas entretués les conquistadors et les Indiens, mais s'ils avaient dialogué, ça aurait comment le monde moderne aurait-il évolué s'il y avait eu ce dialogue? Peut-être différemment». De toute façon, personne ne m'a demandé mon avis, donc je peux que regarder les choses, parfois avec tristesse justement, en essayant de pas tomber dans le piège. J'ai pas de réponse à ce genre de questions. Je sais pas. Je sais pas. Mais pour toi, en tout cas, peut-être comment tu arrives à t'extraire de cette posture d'ego. Déjà en demandant aux autres, heu, quand on prend la phrase: «L'autre te renseigne sur ce que je ne sais pas de moi», n'hésite pas à demander à l'autre, «Qu'est-ce que tu penses de moi?» Alors si tu demandes ça à un pote, il va te dire: «Tu veux vraiment que je te le dise?» Ça, c'est bon signe ça. Eh ben oui, tu parles trop, tu es trop ceci, entends, écoute, hein, pourquoi pas, c'est le coup du poisson d'avril, quelqu'un te dit: «Tu as un truc dans le dos là, tu veux vraiment le savoir ou pas?» Pas hésiter à demander aux autres ce qu'ils en pensent. Pas hésiter à te confronter au réel, parce que le réel, ça peut t'envoyer des baffes, enfin des baffes, c'est pas une fin en soi, mais si tu es pas juste, le réel va te faire comprendre assez rapidement que c'est pas juste et te remettre dans tes clous, pof! Donc c'est un bon apprentissage, donc essaye et puis tu verras bien. Je sais pas. Il y a une petite fleur dont je suis très admiratif, ça s'appelle la Silène à caules. C'est une petite fleur qui pousse en zone d'altitude. On la retrouve dans les Alpes à partir de 2 800 mètres. Puis on la trouve en zone arctique. Silène, c'est le nom de la famille. Et à caules, c'est parce qu'elle a pas de queue. Petite. Elle est toute violette, très belle. Elle me fascine cette plante parce que elle pousse en coussinet. Et dans le coussinet, il y a entre 4 et 6 degrés de plus qu'à l'extérieur du coussinet. Donc il y a une espèce de zone, un petit cocon là, incroyable, avec une multitude de micro-organismes complètement solidaires les uns des autres, qui font que ce coussinet existe. Les fleurs de la silène ont fait une tige assez longue dans la mousse, qui est nourrie par cette température, et ne font sortir que la fleur. Elles ont des systèmes de racines en tire-bouchon comme ça, pour résister au vent, à tout ce qu'on veut, et elles ont l'espèce, à ce qu'on peut parler d'intelligence, j'en sais rien, qui vont faire qu'elles peuvent se déplacer, enfin, d'année sur année, pour aller s'adapter, protéger du vent, la température, et elles existent depuis des milliers d'années, ces plantes. Donc elles sont hyper créatives, elles sont hyper efficaces, et elles traversent l'histoire. Il y a quelque chose de ça. Comment rester ouvert, créatif, voilà, avec un souci quand même d'efficacité, que ça marche, et pour que quelque chose d'une bulle d'humanité, continue son chemin, tu vois? C'est une petite bulle là de fleurs, perdue dans l'univers minéral et glaciaire. Voilà. C'est une phrase de Camus qui est assez connue, mais j'ai longtemps cru que ma génération était vouée à refaire le monde. J'ai compris que sa tâche était plus grande encore, éviter qu'elle ne disparaisse. Moi, mon rêve, c'est que toutes les silènes à caules ne disparaissent pas. Comment est-ce que tu as choisi ou comment est-ce que vous avez choisi dans ce projet la délégation ou les différentes délégations qui ont pu intervenir sur nos territoires? C'est souvent des équilibres subtils j'imagine que c'est la même chose que se pose un président de la République, Macron ou un autre, pour dire quelle délégation j'emmène à l'étranger. C'est un joyeux mélange. Les Kogi ont une représentation politique. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui sont reconnus par l'État colombien comme étant des interlocuteurs. Donc souvent, ils sont à l'aise en espagnol, ils ont quelques clés conceptuelles sur comment marche notre monde.
Et j'ai jamais voulu faire les choses contre leurs autorités. Donc, il fallait emmener quelqu'un politique. Après, ceux qui dirigent le politique chez eux, c'est le spirituel. Donc, les chamans, pour faire vite, hommes et femmes. Il n'y a pas de voyage comme ça si les chamans n'ont pas fait tous les travaux spirituels. 1, pour voir s'ils sont d'accord. Et 2, pour que ça se passe bien. Et 3, comment ça va se passer. Et là, moi, je travaille depuis 40 ans avec la même communauté, les mêmes chamans. Donc, ça a été une première fois que j'ai été les voir. Je leur ai tout expliqué en long, en large, en travers. Puis tu rentres en France, le temps qu'ils fassent, puis ça dure 2-3 mois, qu'ils fassent leur propre analyse. Il faut y retourner 3-4 mois plus tard pour dire alors la réponse, c'est pas les mêmes, sans jeu. Et ils ont dit oui. Je pense pas qu'ils aient dit oui à ce que je leur ai expliqué, parce que ça peut pas dire grand-chose. Mais ils ont dit oui à ce que leur système de divination peut faire sortir de la perception qu'ils ont de ce que je leur ai proposé. Je suis pas sûr qu'ils aient exactement compris le programme. Bon, ouais, ils disent oui. Donc avec le oui politique et avec le oui spirituel, on a pu monter le team. Et là, il faut un team qui réponde, c'est comme dans toute organisation, aux enjeux du politique et aux enjeux du spirituel. Donc on a fait un mixte. Est-ce que tu pourrais nous détailler un peu plus la structure sociétale chez les Kogi? Comment ça se passe pour un Il y a particulier? papa, maman, des enfants. Si monsieur ou madame a envie d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, il n'y a pas de jugement moral. Il y a juste une obligation d'en gérer les conséquences. Qu'est-ce que tu fais avec tes enfants? Retourne voir ton beau-père et dis-lui que tu lui rends sa fille ou son fils. Assume. Voilà, ce qui n'est pas évident. Hein. Autrement, pas de jugement moral. Donc c'est familial, c'est en partie matrilinéaire, c'est-à-dire que la transmission des terres se fait par les femmes. Et comme la terre est le support d'expression de la nature, donc des lois du vivant, en fait, c'est par le territoire transmis par les femmes que se transmet la loi. Donc les femmes sont au centre de cette société-là. Même si les garçons sont plus visibles, parce que c'est eux qui protègent et c'est eux qui sont envoyés à l'extérieur, mais c'est surtout pour protéger, d'après eux, hein, une forme d'essentiel de cette structure féminine. Et puis après, c'est des semi-nomades, puisqu'ils habitent une montagne. Donc ils vont être en zone basse, quand il leur reste des terres tropicales, où là c'est du yucca, c'est de la mangue, c'est de l'ananas, c'est des avocats, en tout cas, végétation tropicale délicieuse. Hein. Et puis après, en étage intermédiaire, ça peut être des haricots, des pommes de terre, des oignons. Ouais, ils ont un système de troc comme ça qui navigue et ils peuvent avoir une maison en bas, une maison au milieu, une maison en haut pour valoriser des champs différents. Voilà. Après, ça fonctionne beaucoup par clans. Les clans sont construits sur des énergies. Les énergies viennent des constellations et des pierres. Par exemple, ils vont te dire à la question comment vous choisissez si un tel va s'occuper d'un champ ou si un tel va faire de la poterie ou si un tel va avoir un rôle politique. Et là, ils te répondent c'est pas nous qui choisissons, c'est les pierres. Ah bon? D'accord. Et en fait, tu découvres qu'ils ont une gamme de quartz avec plein de couleurs essentielles. Certains, un vert très dense, certains verts avec des rayures noires, en fait, toute une gamme. Et que ces quartz-là représentent des énergies. Et que c'est sur la base de ces énergies-là qu'on va savoir, toi, t'as une facilité pour ça. Donc, tous les enfants, dès leur naissance, ont une pierre autour du cou avec une couleur qui reflète ce vers quoi ils vont tendre en termes de métier. Mais il y a quelque chose de dire, tu as l'énergie adaptée pour faire ce travail, travailler la terre, soigner, faire de la médiation, voilà. Donc ils choisissent pas grand-chose. Mais ce qui est rigolo, c'est est-ce que les Kogi admettent vraiment qu'on ne choisit pas grand-chose et donc on se système avec les pierres par rapport à nos sociétés modernes qui pensent que nous choisissons vraiment les choses, alors que souvent quand on regarde son parcours de vie, on peut quand même se demander qu'est-ce qu'on a vraiment choisi là-dedans. Mais bon, voilà, c'est juste des trucs histoire de rigoler. Là, tu nous as parlé aussi de spiritualité et de ce statut particulier de chaman pour simplifier. Tu nous disais tout à l'heure que c'est un terme qui est pas tout à fait à propos. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu le rôle de ces chamans et puis quel cursus ils doivent suivre pour devenir chaman? Spiritualité pour eux, et après ça permet de comprendre le rôle du chaman, c'est déjà quelle est l'eau que tu bois et comment tu la bois.
Est-ce que tu blablabla au boulot sans même ouais. Ou est-ce que tu as un peu conscience que quand tu envoies de l'eau à l'intérieur, tu dis à ton corps quelque chose? Si tu mets de l'eau pelée ou de l'eau vide de structure minérale ou de l'eau de bouteille ou de l'eau d'une source, tu dis pas du tout la même chose à ton corps. Après, c'est ce que tu manges. Qu'est-ce que tu manges? D'où ça vient? Alors nous, on voit les filières industrielles avec les animaux, parfois à peu près correctement traités, parfois c'est épouvantable. Donc on mange leur angoisse, on mange leur maltraitance, et tout ce qui va avec la nourriture industrielle. Donc qu'est-ce que tu manges et comment tu l'intègres en toi? Pour eux, on est sur le plan spirituel. Ça veut dire t'arrêter un peu sur la conscience de ça. Après, c'est comment tu te relis aux autres. Est-ce que tu te relis aux autres en projetant, en étant agressif, en disant que c'est l'autre qui a tort ou raison, ou est-ce que tu comprends entre deux personnes, il y a un troisième larron qu'on appelle la relation, et que ça, c'est ta plus grande liberté, la manière d'habiter la relation. Et la relation, elle s'étend évidemment à tout ce qui bouge, tout ce qui vit, quatrième plan. Et puis la relation peut aller jusqu'au mystère. C'est-à-dire, globalement, je suis toujours frappé qu'on ne s'étonne pas de la vie. Moi, je trouve, t'as deux yeux, tu me regardes, t'as un nez qui respire, des poumons, enfin, c'est un truc incroyable, ce truc. Donc c'est un mystère quelque part, on sait pas bien comment est arrivée la vie sur Terre. Voilà, leur dimension spirituelle, c'est de garder tout ça en équilibre. Garder l'équilibre, sans qu'il y ait trop de violence. Donc le mamou, le chaman, mamou pour les hommes, saga pour les femmes, mamou ça veut dire soleil, et saga ça veut dire lune, travaillent à ça. Et ils ou elles ont des formations qui vont de 9 à 18, parfois 27 ans, en grande partie dans le noir. Pourquoi dans le noir? Parce que quand monsieur spermatozoïde a gagné de hautes luttes contre ses millions de copains, et qu'il est arrivé dans la chambre de l'ovule, et que l'ovule l'attendait sur un canapé, et son ont fait affaire, à partir de là, s'enclenche un processus qu'on appelle l'embryogénèse, qui dure 9 mois, et qui se passe dans l'obscurité. Et dans l'obscurité, c'est le réveil d'une mémoire, parce que dans l'ovule et spermatozoïde, il y a une mémoire, qui fait que c'est pas une girafe qui sort, petit garçon, une petite fille. Et cette mémoire, elle est incroyable, parce qu'elle fait déclencher le cœur à la 4e semaine, pas à la 8e, pas à la 7e, non. Pour tout le monde, c'est la 4e semaine, c'est incroyable. Elle crée d'abord des cellules qui constituent ce qu'on appelle la morula, qui sont les premières cellules qui vont permettre d'être transformées en organes, en os, c'est incroyable. Et donc il y a tout un processus extrêmement précis qui se passe dans l'embryogénèse, dans le noir, et qui arrive à la naissance d'un petit bonhomme ou d'une petite bonne femme qui peut respirer, s'alimenter. Voilà. Mais donc les Kogi transposent ça pour les enfants en disant c'est dans le noir. Et c'est pas pour comprendre ou apprendre, c'est pour ressentir. Donc c'est 18 ans où les enfants vont se mettre à l'écoute par non seulement les oreilles, mais par le corps, non pas de la mère maman, ça a été pendant les 9 mois, où ils ont ressenti ce que la mère maman mangeait, vivait, ses émotions, tout ça, mais là ils vont passer à la mère terre. Et pendant 18 ans, ils apprennent à sentir la mère terre, à ressentir la mère terre. Alors, je vous passe les détails pédagogiques, je les connais pas toutes d'ailleurs. Il y a des étapes, il y a des apprentissages et tout ce qu'on veut. Mais en fait, c'est être enseigné par la mère terre. Et donc, quand ils sortent, il y a une phrase libératrice qui dit « Tu es la voix de la terre ». Alors, on peut dire « Oh là là, les mégalos, ils sont la voix de la terre ». Mais en même temps, je crains que ce soit vrai. C'est-à-dire qu'ils l'entendent. Et ils sont sa voix humaine. Il y a un géographe français qui s'appelait Élisée Reclus, qui est mort en 1905, qui disait « L'homme, c'est la nature prenant conscience d'elle-même ». Les Kogi sont une illustration parfaite. La nature parle à travers eux. Donc si on les écoutait, je pense qu'on pourrait faire des découvertes fabuleuses. Si on les sortait de nos préjugés archaïques, primitifs, etc. Et leur rôle, ça va être de veiller au bon équilibre de la communauté sur son territoire, et donc d'avoir des pratiques qu'on pourrait presque appeler de médecine préventive. C'est-à-dire éviter que le déséquilibre ne s'installe et finisse par déboucher ou s'incarner dans une maladie. Donc c'est beaucoup des pratiques préventives pour gérer les conflits, pour permettre que chacun ait à manger, pour éviter qu'il y ait des tensions,
pour que tout le monde ait accès à l'éducation. Voilà, c'est un rôle de régulateur pour permettre que chacun ait ce dont il a besoin et qu'il y ait pas de conflit, pas de tension et donc pas de maladie. Souvent, des maladies ont des origines psychiques, psychologiques, pas toutes, hein, mais certaines. Donc c'est des gardiens de l'équilibre et il y a un mot qui doit être quelque chose comme coamaldé, parce que j'ai cherché, par des formations professionnelles s'ils avaient un mot pour dire manager, enfin animer une équipe. Et le seul que j'ai trouvé, c'est coamaldé, qui veut dire guérir les relations. Si les relations sont fluides, si tu es content de voir arriver quelqu'un, si tu pas peur de partager, il y aura pas de problème, tout va bien se passer. On se rend compte qu'il faut changer notre manière probablement de percevoir les choses. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours autant de personnes réfractaires à reconsidérer de manière globale le système? Pourquoi est-ce qu'on continue d'accélérer alors qu'on est sur une voie qui nous paraît compliquée? Je pense que chacun a sa réponse, mais la mienne serait de dire, on reproduit ce qu'on connaît déjà. Ensuite, quand on bénéficie de quelque chose, on n'a pas envie de le perdre. Mais je pense que le motif le plus important, c'est qu'on voit pas comment. Parce qu'il y a des millions de gens qui sont pas forcément confortables, là où ils sont, qui ont bien conscience que c'est pas un chemin qui va nous emmener très loin. Une fois qu'on a dit ça, on fait comment? Une question de modalité. Je sais pas comment faire. Moi, le premier, hein, je tâtonne, et en faisant ici, je fais ce que faisait Jung, de sortir de la modernité pour apprendre à la regarder, donc à m'en distancier et du coup trouver un chemin. Mais c'est pas facile. Je peux comprendre que quand tu as tes charges à payer, tes enfants le soir, la machine à faire tourner, les prix qui augmentent, les marges de manœuvre pour respirer que vous offrez là dans ce que vous allez vivre, bah pour certaines familles, certains milieux, c'est chaud, hein. Par contre, on peut les donner, ces marges de manœuvre. C'est ça que j'appelle les hôpitaux de campagne. Une fois, j'avais travaillé sur un programme qu'on appelle politique de la ville pour essayer d'améliorer les politiques éducatives dans des quartiers dits difficiles. Et c'était des grosses sommes, des millions d'euros qui arrivaient de l'État en préfecture. Et c'était en préfecture que se décidait où étaient les trous dans la raquette éducative pour les quartiers prioritaires pour aller financer les trucs. Et la seule petite question qui n'a pas été facile à faire passer, qui reste compliquée, ça a été: et si on demandait aux habitants, aux élèves, aux profs, eux, comment ils voient l'usage de cet argent pour combler quel trou dans la raquette, si on reprend l'expression? Ah mais ça c'est compliqué ça. Vous avez le préfet qui vous dit: mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Bah, ils diront ce qu'ils veulent, mais ça leur sera utile. Et ils ont pas j'ai fait un tout petit peu l'exercice parce que j'ai réussi à convaincre le préfet qu'on pourrait peut-être appeler ça une ligne budgétaire innovation. Il me demandait: «On va le mettre dans quelle ligne budgétaire?» Bah, innovation, voilà. Bon, j'ai pas eu beaucoup, hein, 40 000 €, mais c'est mieux que rien. Et ces 40 000 €, j'ai été voir des gens en leur disant: «Vous avez une baguette magique dans votre petit quotidien, là, vous faites quoi?» Ça a été des trucs très simples, aider mes enfants à trouver des stages de 3e parce qu'ils s'appellent, Abdel, je sais pas quoi, ils ont pas de réseau. Et si t'as pas ton stage de 3e, t'es pénalisé. Donc voilà, c'est quand même pas la mort d'aider des enfants à trouver les stages d'entreprise en 3e. L'autre, c'était repeindre la cage d'escalier qui pue la pisse et qui était dégueulasse. Ça coûtait les pinceaux, la peinture, c'est pas la mort. Mais c'était leur histoire. Ils se sont appropriés leur petit projet. 3e, c'était il y avait une zone de dope et de dealers devant une crèche. Bah, c'était d'éloigner ces dealers, c'était possible, et faire un jardin avec un peu de potager pour les enfants, qu'ils puissent sortir de la crèche et où les parents puissent se retrouver. C'était pas énorme. Voilà, ça reste des trucs très modestes, mais c'était leur truc. Et ils sont pu s'approprier leur histoire. Voilà, ça vient percuter toutes les collectivités locales qui ont l'habitude de dire: «C'est comme ça, on va le faire comme ça». Là, c'est ce que j'appelle l'inversion du sablier, refaire monter le désir. Pour les enfants dans l'école et pour les citoyens sur leur territoire. Et financer le désir, parce que s'il y a du désir, il y aura de l'action. S'il y a pas de désir, il se passera rien. Et selon toi, ça vient vraiment du bas? Ça vient du terrain ou ça Je vient de la pense que démocratie? ceux qui savent le mieux ce qui peut améliorer la situation, c'est ceux qui le vivent. Voilà. Ça veut pas dire que c'est tout dans ça qu'il faut faire, mais en tout cas, redonner un peu du souffle aux gens qui vivent la situation. C'est rare que ces gens-là disent des conneries. En fait, ils le vivent tous les jours, donc ils savent bien de quoi ils parlent quand même. Un préfet, moi,
connais moins ça, le cage d'escalier qui pue la pisse, c'est pas on se rend plus compte, mais quand on est habitué et je critique pas, hein, pourquoi pas la voiture de fonction, et les petites mains qui vous font tout partout, on perd un peu pied peut-être avec le réel, hein? Peut-être? J'ai une question. À ta naissance, t'as pas reçu de quarks pour dire ce que tu ferais dans cette société. Comment tu définis ton rôle aujourd'hui? Est-ce que c'était vraiment incrémental? Ou est-ce que tu sens finalement qu'il y a une cohérence dans tout ça et que tu suis quelque chose, tu te sens à ta place? On peut toujours reconstituer l'histoire après. Je sais pas, ce sera à vous de me dire comment vous me définiriez. Difficilement. Je sais pas. À quelqu'un qui a su suivre sa curiosité, qui arrive à avoir l'ouverture d'esprit pour essayer de considérer autre chose et pas fuir devant l'inconnu, d'une certaine manière. Je pense que c'est ça qui est le plus marquant dans ton histoire. Moi, ce qui me venait à l'esprit, c'est un convergeur, mais ça peut être un peu connoté. Non, mais il y a 2 grandes énergies dans le monde. Il y a les énergies de déclassement, et ça, elles sont faciles, on les voit à l'œuvre tous les jours. Et les énergies de convergence. Dans un côté, c'est peut-être la haine, et l'autre côté, c'est peut-être l'amour. Moi, j'essaie d'être dans les énergies de convergence. Il y a rien qui me réjouit plus qu'un monsieur qui me dit en fait, je peux être joyeux dans la vie. Ben ouais. Ou des gens qui retrouvent le sourire, ou des gens qui retrouvent de la joie. Voilà, ça va bien. Quand les gens repartent d'ici joyeux. J'ai eu un truc une fois qui s'est passé, qui m'avait touché, c'est un couple qui est arrivé ici. Et le monsieur parlait quasiment plus. Bonjour, au revoir, oui, merci, puis ça s'arrêtait là. Et à la fin des 4 jours, il a pris la parole et il a expliqué pourquoi il parlait plus. Il avait 50 ans, hein. Ça a été difficile, mais il a tout sorti. Et sa femme le regardait avec des yeux ronds comme des billes, parce qu'elle vivait avec un monsieur qui parlait pas, puis elle savait pas ce qui sortait. Et c'est ce que raconte Boris Cyrulnik quand tu commences à mettre des mots sur ton histoire, ton trauma, en l'occurrence un traumatisme. T'es presque guéri. Donc on en revient à l'espace qui permet à ce monsieur de sortir ce qu'il avait à sortir sans jugement. Je suis pas son psy, je vais pas en tirer des théories, même si tous les psys font pas ça, mais on n'est pas là pour l'analyser, mais on a créé un espace dans lequel il se sent suffisamment bien, propice pour qu'il puisse faire ce travail. Bon, c'est le cadeau, ça. Est-ce que c'est ça ton moteur, ce qui te motive chaque jour? Mon moteur, je crois que c'est la joie, ouais. Ouais. Il y a un monsieur, alors je suis pas forcément très grand connaisseur, mais Nietzsche aurait dit il y a 3 étapes dans la vie. La première étape, c'est l'étape qu'il appelle du dromadaire, où tu te charges ce que tes parents t'ont transmis sans trop que tu comprennes qu'ils te l'ont transmis. Voilà. Tu répètes un peu. On a tous nos baluchons sur le dos, divers et variés. Et après, il parle de l'époque du lion, donc tu essaies de te libérer peut-être de ça. Puis la 3e époque, c'est l'enfant. Donc que tu aies retrouvé la légèreté, la liberté de l'enfant, mais en ayant traversé les autres époques. C'est pas un retour à l'enfance. C'est une reconnexion d'une forme de légèreté après avoir traversé tes épreuves. Mais les Kogis disent pareil, ils disent quand tu es enfant, tu es sous quoi, c'est-à-dire enfant. Et tout l'objet d'une vie, c'est d'être sous quoi wawa, c'est-à-dire de retrouver l'enfance à travers l'adulte. Mon moteur, c'est ça, de jamais être adulte. Si tu dis que la joie c'est ton moteur, est-ce que ça fait de toi un optimiste ou un gars qui a de l'espoir en toutes circonstances? Ouais, mon mental me dit ça. Mais il m'arrive de pleurer. Donc les doutes, la tristesse, tout ça fait aussi partie. Je pense que oui, le doute, ça en fait partie, la tristesse, quand on perd un être proche ou quand des fois on est fatigué, ça n'empêche, ça ne le fait de se connecter à cette joie, à cet esprit de l'enfance n'annihile pas toutes les émotions et je pense qu'elles font même partie de la joie parce que, quand après avoir perdu un proche, tu te reconnectes à cette joie, elle a pas la même saveur, parce que tu étais triste, oui. Et puis si tu identifies la tristesse en toi et que tu l'accueilles, tu seras capable peut-être de l'identifier chez l'autre et non pas de l'aider, parce que s'il y a pas de demande, c'est pas la peine, mais en tout cas d'entendre cette tristesse et de la respecter, de la faire avec. Si tu avais un rêve ou des rêves que tu aimerais accomplir, quels seraient-ils? Quel rêve te guide? Mourir en paix?
Pas faire trop de mal autour de moi. Souvent, on se rend compte qu'en voulant aider ou faire du bien, en fait, on est catastrophique. On dit souvent que les émotions et l'ego voilent, notre perception du réel. Donc même si on veut faire bien, en fait, on fait mal. Donc pas faire trop de mal et puis, accueillir le plus de gens possible dans ce lieu où on est, cette école, pour, offrir à, le plus de gens possible, de sortir de la caverne de Platon. Et pourquoi ne pas créer plus d'écoles? Parce que je pense que l'artisanat est important. Parce que si demain quelqu'un vient nous dire: «Voilà 1 000 000 € pour créer plus d'écoles», pourquoi pas? Mais qu'il faut du temps, il faut de l'énergie pour faire les choses bien. Pour l'instant, ça c'est pas présenté. Le premier rêve dont tu parlais de mourir en paix, c'était quelque chose qui était important pour toi. Comment est-ce que tu fais pour essayer de tendre vers ça? Je me nourris de personnes qui m'ont inspiré. J'ai un ami qui est parti il y a pas très longtemps et qui on a un peu échangé sur le mot dignité et qui a choisi, même en France, une mort assistée. Ça, on parle d'une loi qui va permettre, mais en fait ça existe déjà. C'est assez troublant le côté un peu pas clair de nos sociétés modernes. Donc bon bref. Ça c'est inspirant de voir quelqu'un, sous tes yeux que tu accompagnes pour partir à 11 heures samedi. Waouh! Pour rester digne. Et sans rentrer trop dans les détails, quand il est dans l'état dans lequel il était, aller aux toilettes, ça c'est compliqué. Donc voilà, tu te retrouves à torcher le cul de ton ami, et ça fait un drôle d'effet. Et lui, il a été beaucoup aussi au Nicaragua. Il me dit: «Alors, c'était un Nicaragua chouette». Donc cette capacité, quelques heures avant de partir, de faire une blague à 2 balles, waouh, ça m'inspire. Donc ça donne aussi pour moi le vrai rôle des anciens, qui est de montrer que vieillir peut être magnifique et peut être inspirant. Et c'est différent d'être un vieux con que d'être un ancien inspirant. Et je pense que si tu arrives à toucher une paix minimum, tu plus grand chose à prouver, à vendre, tu plus peur de grand chose. Peut-être que ça peut mettre un peu de perspective pour les nouvelles générations. J'ose même pas dire inspirant, dire on peut vieillir et ça peut être rigolo. Ouais, ça me plaît bien et ça fait partie de la paix. Parce que si tu pas en paix, tu mourras, tu feras chier tout le monde en fait si tu pas en paix. Voilà, donc j'aimerais, c'est pas que j'aimerais être inspirant, mais j'aimerais avoir une posture où on se dise: «Tiens, vieillir, c'est peut-être pas impossible». Donc il y a des gens qui m'inspirent, il y a, des gens qui me posent la question, ça me permet d'y réfléchir. Et puis il y a la conscience de ce que tu es et à quel moment tu es dans ta vie. Mon fils fait beaucoup de hautes montagnes, j'en ai fait beaucoup. Et c'était super à 25 ans, j'ai adoré, à 30 ans, tout ce qu'on veut. Maintenant, moi, je fais autre chose, c'est pas grave. À chaque, âge, c'est challenge. Moi, c'est la paix, joyeuse. Ouais, moi j'ai peut-être une question sur le langage et les mots qu'on utilise. Aujourd'hui, on a tout plein de mots dans la langue française pour déterminer tout plein de choses, mais on a aussi tout plein de mots qui nous manquent pour déterminer tout plein de choses. Et comment on fait pour traduire l'invisible, traduire l'indicible quand il y a pas de mots pour le faire? Et comment font peut-être les Kogi aussi pour transmettre, communiquer sur quelque chose sans parfois utiliser le langage, peut-être avec des gestes, peut-être avec des rites, comment ils font? Mmh, leur enseignement passe beaucoup par la pratique et ils ont des pratiques qui sont particulières, on va dire ça comme ça. Pour te nettoyer, par exemple, parler une demi-heure. Alors, ils comprennent pas ta langue, donc ils s'en fichent un peu, mais que pendant une demi-heure, voire plus, si tu te sens capable, tu parles sans t'arrêter. Tu dois jamais marquer de temps d'arrêt. Et donc forcément, ça a un espèce de double effet de purge. Même si on comprend pas, ça te purge au sens t'en peux plus au bout d'une heure. Et surtout, si tu acceptes l'idée de pas raisonner ce que tu sors, ça fait sortir des propos à l'insu de ton plein gré, parce que c'est des enchaînements de pensées qui te dépassent complètement. Et ils te font faire ça 9 fois de suite. Tu dois faire ça une fois ils te proposent pendant un certain temps, et puis après tu dois te laver dans la rivière, parce que ça fait sortir des toxines 9 fois de suite. Tu finis, t'es calme, hein. Hyper calme, Et silencieux. hyper silencieux. T'as qu'une envie, c'est de dormir.
Ça te remet les compteurs à zéro, voilà. Donc plein de pratiques comme ça que je trouve très intéressant pour me réancrer et me poser justement. Pour l'invisible, j'utilise beaucoup le symbole, mais qui a été beaucoup utilisé chez nous, mais qu'on a perdu. Symbolène, symbole, c'est-à-dire réunir 2 dimensions à l'origine, c'est une pièce qui était cassée en 2, qu'on donnait à 2 messagers et quand ils la retrouvaient, ils voyaient que c'était les bons messagers puisque les 2 pièces s'emboîtaient. Donc le visible et l'invisible, leur médiateur, c'est le symbole. Si je te donne une pièce de 1 €, ça c'est la partie visible. L'invisible, c'est la valeur qu'on y attribue tous les 2, qui fait qu'on accepte la transaction. Mais je donne la pièce d'un euro à quelqu'un qui n'attribue pas cette valeur, il la jette la pièce. Donc on voit bien qu'il y a une dimension visible, matière, puis une dimension, on sait pas où elle est, mais qui nous fait agir quand même dans ce sens-là. Donc le symbole est au cœur de leur système éducatif. Symbole, pratique, expérience et on va dire mentoring. Ils estiment que la meilleure manière d'apprendre, c'est de marcher dans les pas d'un ancien et de le regarder ou de l'écouter faire. Et moi, j'ai 2 mentors qui m'ont énormément appelé et sur des trucs très, très simples, mais en fait, ouais, quand tu les fais, tu dis: «Oh la vache, c'est excellent». Voilà, des trucs très simples, hein, mais ça m'a beaucoup apporté d'avoir des gens qui acceptaient de m'accompagner et que surtout j'ai accepté d'écouter. Que en fait, ça marche dans les 2 sens. Si tu acceptes pas, j'ai rien à apprendre d'un vieux. OK. Mais quand même, quand tu es dans la forêt tropicale amazonienne, que tu as quelqu'un qui connaît la forêt. Vous avez déjà été dans la forêt amazonienne? Pas amazonienne, mais de la forêt Bah, tropicale. tu te perds, mais comme ça, quoi. Tu tournes en rond au bout de 10 minutes, quoi. C'est tout pareil, tu comprends rien. Et qui te ramène d'un point A à un point B en te disant: «Non, t'assieds pas là, c'est urticant, par les fesses, tu te brûler». Ou là, c'est le domaine du serpent corail, c'est pas une bonne endroit, pas un bon endroit. Bah, qui te décrit tout ça, tu es bien content d'apprendre quand même. Il y avait un il y avait une jolie petite histoire qui disait, c'est un lieutenant de vaisseau, qui sort de l'école et qui vient d'être affecté à un bateau de guerre, un beau bateau de guerre. Donc il arrive sur le port, il mène ça au bateau, il y a tout plein de sifflets, de salut, puis il arrive devant le pacha qui est derrière comment on appelle ça, la cabine, là où il y a le poste de commandement. Le pacha a les yeux sur l'horizon, ne regarde même pas le jeune et il dit: «J'ai vu votre dossier, remarquable, hein. C'est pour ça que j'ai accepté de vous prendre à mon bord». Donc on est tout content, très fier. Et puis, le pacha reprend la parole et dit: «Le problème d'un capitaine sur un navire comme ça, c'est qu'il peut pas rester 24 heures sur 24 à la barre, il faut bien qu'on se repose. Donc on transmet» et ils ont une très belle expression dans la marine, c'est transmettre le soin. C'est-à-dire quand tu es pacha, tu dois avoir la vision large du soin pour que le bateau, navigue, quoi. Et donc le pacha dit aux jeunes: «Voilà, je vais vous transmettre le soin, moi je vais aller me reposer là. À charge pour vous de me réveiller, si quelque chose, vous inquiète ou vous comprenez pas, vous venez me réveiller». Le jeune, il est surpris quand il sort de l'école, il arrive sur le bateau et déjà il est au commandement, quoi. Waouh, ça, fort. Et l'autre s'en va, ciao, ciao, et il est tout seul à la barre. Puis il se dit: «Putain, mais j'ai jamais fait ça moi. J'ai fait des cours, j'ai jamais». Donc il commence à regarder autour de lui et il voit je sais pas, le chef des machines, enfin tous les gens qui sont là, hein, le commandant second, puis il en voit un avec une grosse barbe. Il lui semble qu'il a un petit sourire en coin, mais il est pas sûr. Il va le voir et il dit: «Chef, le commandant m'a laissé la barre, c'est super, mais moi j'y connais rien en fait, est-ce qu'on peut faire équipe? Vous pourriez m'aider?» Parce que voilà. Et le chef en question lui dit: «Bah, je vais te faire une confidence. Le capitaine m'a dit: "On va faire monter un jeune à bord et je vais lui dire que je vais aller me reposer. Il y aura 2 réponses possibles. Soit il vient te chercher pour lui demander de l'aide, et ça, on va le garder parce qu'il est pas con. Soit il vient pas chercher de l'aide et là, tu vas me réveiller tout de suite, il est dangereux." Apprendre à faire avec les autres, ouais. On est moins con tout seul. Est-ce que tu pourrais nous dire quel est le lien, ton lien personnel avec la nature, avec l'environnement qui t'entoure? Déjà la reconnaître qu'elle existe et reconnaître que la relation que j'ai avec ma nature intérieure dépend de ma relation avec la nature extérieure. Si j'arrive ici, excité, pas bien, il va falloir un temps pour que je me pose avant de ne pas faire subir mon mal-être intérieur à la nature. Si j'arrive ici tranquille, la plupart du temps, je laisse ma voiture au parking en bas
Je monte à pied, fait que ça fait un temps de... Je pense que le monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur et que si on faisait déjà un peu la paix à l'intérieur, ça irait beaucoup mieux à l'extérieur. Il y a une phrase qu'on aime beaucoup avec Baptiste d'Oscar Wilde qui disait « Vivre est la chose la plus rare du monde. La plupart des gens se contentent d'exister. » Qu'est-ce que cette phrase t'inspire? Qu'il avait raison. Se mettre en danger, on parlait de l'inconnu, réveille le foyer du vivre. Donc, soit en montant ici par rapport à des gens qui vivent en ville, soit en allant rencontrer des gens que tu connais pas. Et un monsieur qui s'appelait Jodorowsky, qui s'appelle toujours Jodorowsky, je crois pas qu'il soit mort, et qui avait presque formalisé ça en disant prends le plan d'une ville, tire un trait et suis le trait dans la ville. Tu vas te retrouver devant une fenêtre, tu es obligé de frapper, quelqu'un va peut-être ouvrir, et tu vas lui dire je suis le trait, donc je suis obligé de traverser votre cuisine. On s'oblige à rencontrer, à expliquer, à créer une alliance pour qu'il te laisse passer. C'est un peu ce que font Nus et Culottés, là, dans ces moultes, où ils partent tout nus. Donc, ils sont obligés de négocier un slip, une voiture. Ils n'ont pas le choix. Donc, c'est des moyens de nous réobliger à rencontrer l'autre. Et donc, à avoir une vie hyper intense, que dès que tu rencontres l'autre, on retrouve cette intensité. Donc, il a raison, Oscar. C'est bien, en tout cas. Si demain les rêveurs de l'Atlas devaient rencontrer quelqu'un, qui est-ce que tu nous conseillerais? La personne que je vous ai déjà présentée ce matin. Après, il y en a un qui est intéressant, qui est pas très loin, qui s'appelle Marco Forconi, qui a repris une ferme permacole et qui est complètement fou furieux dans sa ferme. Il habite derrière. Ah oui, c'est un fou furieux intéressant. Il est à coquiner avec un garçon qui est ingénieur agronome et père franciscain, qui est pas mal aussi. Ça en fait deux. Moi, il y a quelque chose à en tirer de ces deux-là. Il y a une femme remarquable qui joue du violoncelle dans les hôpitaux. Elle est extraordinaire. Elle rentre dans la chambre de l'hôpital avec son violoncelle, puis la personne veut ou pas, elle s'en va si elle veut pas, elle reste si elle veut. Elle parle un peu, faire connaissance, quel genre de musique, puis elle joue la musique. C'est fou, la musique. Comment ça réveille les patients, mais c'est à l'image, parce qu'elle prend des photos, elle filme. Ça les remet pas en vie, mais waouh. Elle fait ce travail. Il y en a une qui est remarquable, mais les films d'accès, c'est la femme rabbin, là, comment elle s'appelle? Elle est extraordinaire. Horviller, Delphine Horviller. C'est une femme qui est bien, celle qui fait cette danse François Pillman. Elle est à Paris, dans le 13e. Elle est âgée. C'est la spécialiste de la danse archaïque en France. Elle est top. Elle est psychanalyste en même temps, donc elle est vraiment intéressante autour de la danse, de comment on peut soigner qu'elle danse. Bon, ça vous en fait 4. Ça fait déjà une bonne liste. Bon, merci beaucoup Eric en tout cas pour ce moment partagé. Merci Eric. Neheni Koko, Sakshimalo Ate. Ce qui signifie Merci beaucoup, que votre chemin soit juste. Et voilà, c'est ainsi que notre échange s'achève. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à l'enregistrer. On sera ravis de lire vos retours ou questions sur l'adresse rêveur.atlas@gmail.com. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez bien sûr le partager et poursuivre la réflexion. N'oubliez pas de vous abonner au podcast des Rêveurs de l'Atlas et à nous suivre sur Instagram. Et surtout, merci. Merci infiniment pour votre écoute.